Alors, nous avons avec nous en ligne Madame Élie qui doit nous parler un peu parce qu'elle est chercheuse et une étude vient de nous dire que la société, que la DPJ devrait réaffirmer les droits de l'enfant. Alors, nous allons donc accueillir Madame Élie qui est avec nous. Madame Élie, Sonia Élie, comment ça va? Bienvenue à CEPAM. Bonjour, merci de l'invitation. Bon, alors, comme ça, vous croyez que la DPJ doit réaffirmer les droits de l'enfant. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que la DPJ devrait faire pour que l'enfant, en fait, retrouve tous ses droits dans la société que nous chérissons tous? Et ce qu'on a découvert en faisant notre étude, en fait, c'est une étude qui est répétée aux 5 ans depuis que la loi sur la protection de la jeunesse a été modifiée en 2007. Et le principal objectif des modifications à la loi en 2007, c'était de réduire les ballottages des enfants d'une famille d'accueil à l'autre. Et à chacun des cycles de l'évaluation, à chaque fois qu'on a refait cet exercice-là, ben, ce qu'on a vu, la bonne nouvelle, c'est que d'une part, l'instabilité des enfants, elle n'est pas généralisée, puis elle diminue depuis que la loi a été modifiée. Quand on parle d'instabilité, c'est les enfants qui sont déplacés d'un milieu substitut à un autre milieu substitut. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Là où il y a encore beaucoup de défis, je dirais, c'est d'essayer de trouver rapidement des projets de vie permanents pour ces enfants-là qui sont placés et pour qui on doit déterminer, est-ce qu'on retourne l'enfant dans son milieu ou est-ce qu'on doit trouver une autre solution plus permanente et qui va vraiment permettre d'assurer sa sécurité, son développement sur le long terme. Et c'est là qu'on a constaté qu'il y avait pas loin du 2/3 des enfants là, qui sont, lorsqu'on les réunifie dans leur milieu d'origine, qui doivent être replacés à l'intérieur des 9 années suivant leur entrée dans les services. Alors, la réunification, vous savez, c'est le projet de vie privilégié pour un enfant. Quand on place un enfant, en premier lieu, on va tout faire pour essayer de le réunifier avec sa famille. Et ce qu'on se rend compte, c'est que oui, la réunification, elle est souvent tentée, mais elle ne se maintient pas toujours. Et lorsqu'une réunification ne se maintient pas, le prix pour l'enfant est assez lourd à payer parce que ça le met plus à risque. Lors des prochaines tentatives de réunification, ça le met plus à risque que ça ne fonctionne pas. Et là, je comprends qu'il s'agit effectivement de parler de milieu stable pour un enfant, la stabilité étant un facteur extrêmement important pour le développement de l'enfant. Oui, bien sûr, ça c'est quelque chose sur lequel tout le monde s'entend dans le milieu, là, c'est-à-dire que les enfants qui sont soumis à plusieurs déplacements vont développer, sont plus à risque là, à court terme, puis même à moyen et long terme, de développer toutes sortes de problèmes au niveau comportemental, socio-affectif, au niveau de l'adaptation. Parce que à chaque fois qu'on déplace un enfant, on impose un stress relationnel à l'enfant qui doit quitter son quotidien, ses figures d'attachement, et créer des nouveaux liens avec des nouvelles personnes que la plupart du temps, il ne connaît pas. Des fois, ça peut impliquer un changement d'école, un changement de réseau d'amis. Et à chaque fois, c'est des enfants souvent qui nous arrivent avec des fragilités déjà en partant. Et là, on leur impose un stress relationnel additionnel, évidemment pour les protéger d'un milieu qui ne répond pas à leurs besoins, oui, qui compromettent leur sécurité, évidemment. Mais c'est toujours un équilibre très délicat qu'il faut mesurer là, entre laisser l'enfant dans son milieu actuel où il n'y a pas réponse à ses besoins et lui imposer un placement, donc avec un stress relationnel qui vient avec ça. C'est pour ça que quand on retire les enfants de chez eux, notre priorité, la priorité du système, c'est d'assurer leur stabilité dans leur milieu substitut à tout le moins.
Et l'esprit de la loi actuelle, c'est de faire en sorte que c'est d'abord de donner le bénéfice du doute à la famille originelle de l'enfant, la famille naturelle de l'enfant, et de voir à ce que cette famille qui peut connaître un passage à vide, qui peut avoir des difficultés, puisse à un moment donné se retrouver son équilibre et reprendre l'enfant d'une certaine manière, et non de comment fixer l'enfant dès le premier placement, alors que oui, la famille aurait pu retrouver son équilibre, car le milieu de l'enfant, le milieu le plus propice pour l'enfant, c'est son milieu de famille naturelle, non? Oui, bien sûr. Alors, c'est pour ça que c'est pas tous les enfants là, qui sont placés, pas tous les enfants qui sont suivis en protection de la jeunesse pour qui ça va nécessiter un retrait de leur milieu d'origine. Donc, quand c'est possible, et chaque fois que c'est possible, les services de protection essaient d'intervenir en maintenant l'enfant dans son milieu, avec ses proches. C'est vraiment là, lorsque sa sécurité et son développement sont compromis, que on va décider de placer l'enfant dans un milieu substitut, en attendant que les parents se reprennent. Et là, les parents, là, la loi impose des balises assez claires sur le temps que les parents ont pour se reprendre en main. Et là, il y a beaucoup d'études actuellement là-dessus sur les durées maximales de placement. C'est une nouvelle disposition qui a été mise dans la loi en 2007. Bien vraiment, là, en fonction de l'âge de l'enfant, le tribunal doit vraiment statuer sur un projet de vie permanent après un certain temps qui s'est écoulé pour pas laisser les enfants là placés sans projet de vie sur des trop longues périodes. Et donc, on n'a pas encore eu l'occasion là d'étudier avec beaucoup de précision l'effet que cette nouvelle disposition-là a pu avoir sur les enfants, mais on sait que les durées maximales de placement sont souvent dépassées. Mais il reste que les enfants qui vivent un épisode de placement et dans la mesure où ça continue, mais c'est des enfants qui sont marqués à vie. Autrement dit, le fonctionnement de notre système de la DPJ n'est pas tout à fait adéquat. Il faut l'améliorer. On est d'accord là-dessus. Sauf que lorsqu'on parle d'équilibre, lorsqu'on parle justement de permettre à l'enfant d'avoir un milieu stable, il faudra quand même en premier lieu regarder du côté de la famille originale. Oui, ça, la loi est sans équivoque là-dessus, puis la façon que le système a d'appliquer la loi est conforme à ça aussi. Puis c'est pour ça aussi que on essaie de plus en plus, quand on doit placer un enfant, on essaie d'abord d'aller voir dans son milieu élargi s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui le connaît et qui peut l'accueillir, au lieu de faire appel à une famille d'accueil que l'enfant ne connaît pas. Donc, on appelle ça les familles d'accueil de proximité. Donc, un grand-parent, par exemple, ou quelqu'un qui est proche de la famille et qui peut accueillir l'enfant pendant que les parents apportent les corrections nécessaires là, pour pouvoir retrouver la garde de leur enfant. Donc, effectivement, on essaye, quand on doit placer un enfant, d'abord, on essaye de le maintenir dans son milieu. Quand c'est pas possible, on essaye de le placer auprès d'une personne qui connaît quand c'est possible. Absolument. Et après ça, si ça c'est pas possible, ben là, on va se tourner vers plus des milieux de substituts là, de substituts traditionnels, si vous voulez. Là. Madame Elie, est-ce que cette étude prend en considération aussi le fait qu'il y ait toujours une difficulté de notre système de DPJ par rapport à ce que le Québec représente de nos jours, un Québec multiculturel avec cette difficulté particulière qu'on ne comprend pas toujours toutes les communautés culturelles? Alors, ça, c'est une excellente question parce que dans cette étude-là, les informations qu'on avait sur l'appartenance ethnoculturelle des enfants qui sont suivis en protection, elle est très minime. Ce qui fait qu'on n'a pas pu vraiment tenir compte ou à peine de façon très, très grossière parce que, vous savez, là, nous,
on a étudié des grandes cohortes d'enfants à partir des données administratives, entre autres, puis l'information qui est stockée dans ces banques de données-là, elle n'est pas nécessairement mise à jour. Il y a des données manquantes. Et là, on a combiné un peu, le pays de naissance de l'enfant avec la langue d'usage à la maison, puis le groupe d'appartenance ethnoculturelle, qui lui vient confondre là, dans le système cette variable-là, elle confond la race, la religion, puis l'identité culturelle. Vous voyez, fait que c'est très limité ce qu'on peut faire à partir de nos données, là, ce qu'on peut dire à partir des caractéristiques ethnoculturelles des enfants, malheureusement. Mais tout ce que vous savez et ce qui est ressorti dans cette étude, c'est que la DPJ doit réaffirmer les droits des enfants. On pense que dans la plupart des cas, ces droits-là ont été bafoués. En fait, pas nécessairement dans la plupart des cas, mais dans un nombre inquiétant de cas, on pense que, vous savez, la réunification, quand on place l'enfant, c'est l'objectif premier. Mais quand on se rend compte que les réunifications se font dans les délais prévus, c'est bien. Mais quand on voit que 61% de ces réunifications-là ne tiennent pas la route, là, on se demande pourquoi alors il y a tant d'enfants qui ont quand même été réunifiés puis que la réunification n'a pas fonctionné. Ça, on trouvait ça préoccupant. Et il fallait le dire. Sonia Eli, qui est donc chercheuse, et je crois que vous êtes rattachée à l'Institut des jeunes en difficulté du CIUS du centre de l'île de Montréal. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Eli. Merci de votre intérêt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.